Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Sur les Sables d'Olonne, nous sommes ensemble pour vivre en direct l'arrivée de Jérémy Bayou, skipper de Charal. Je suis Edwige Richard et Camille Elbez, rédactrice adjointe. Rédaction de Vendée Globe est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour Edwige. Et bienvenue à vous qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Plus qu'à 2000, les conditions de vent et de mer étant propices à aller chercher loin Jérémy Bayou, et bien ça fait un petit moment que toute la flottille des Highfield a pris la mer pour rejoindre Jérémy. Et dans quelques instants, Edwige, on va assister en direct à son passage de ligne d'arrivée. Ça fait plaisir de voir enfin un bateau, vraiment, avec des belles images. Parce que depuis le début, depuis que les arrivées se succèdent, il n'y a pas encore eu de magnifiques images comme celle-ci, à part pour Clarisse Kramer. Oui, enfin une arrivée de jour, on va dire, et puis surtout des conditions de mer très maniables qui permettent d'avancer bien à côté du bateau et d'avoir des images un petit peu stables, sans avoir le mal de mer en regardant, on va dire, le live arrivé. Alors, on va le rappeler, c'est une sacrée belle histoire pour Jérémy Bayou, qui donc boucle son tour du monde aujourd'hui, samedi 6 février. Il n'a rien lâché, puisqu'on le rappelle, Camille, il a dû faire demi-tour et repartir 9 jours après à la flotte. Oui, c'est vraiment une des grandes histoires de ce Vendée Globe, on va dire. Effectivement, Jérémy Bayou, 3 jours après le lancement en fait, de cette 9e édition, avait décidé de faire demi-tour à cause d'une série d'avaries. Il est donc rentré au port des Sables d'Olonne comme le règlement l'y autorise. Et sur place, il a fallu réparer notamment une bastac cassée, une cloison aussi, une cloison de barbecue qui était cassée également. Ça a été une course contre la montre. Et puis Jérémy a dû reprendre la mer. Il a décidé de reprendre la mer 9 jours après ses concurrents. Jugé plutôt le jour où il repassait la ligne de départ pour la deuxième fois. Et bien Hugo Boss était sur le point, lui, de franchir l'équateur. Ouais, c'est dingue. Alors Camille, vous disiez, les équipes ont travaillé d'arrache-pied. C'est l'occasion finalement de saluer aussi toutes les équipes qui sont derrière Jérémy. Bien sûr, il y a le skipper, bien sûr, il est en solitaire, mais derrière, c'est toute une équipe. Oui, une équipe et un projet extrêmement bien structuré qui avait été pensé vraiment, qui était fait pour que Jérémy remporte cette édition du Vendée Globe. Alors évidemment, il en a été autrement pour le skipper et c'est une autre course en fait qu'il a dû mener. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette arrivée. Il va arriver en 13e position. Mais il faut savoir quand même qu'il a remonté la moitié de la flotte pendant tout son périple. Il a fait toute sa descente de l'Atlantique absolument seul avant d'arriver à faire la jonction avec la queue de flotte. C'était autour de début décembre, je crois le 11 décembre, peu avant le passage du cap de Bonne-Espérance. Et à partir de là, il n'a cessé de dépasser ses concurrents pour terminer en fait en 13e position. C'est quand même un exploit. Alors lui, il a dû faire un petit reset, on va dire, dans son esprit, parce que ce garçon, mais il était parti, c'était son 4e Vendée Globe, il était parti pour gagner. Et c'est une autre course, en fait, qu'il a dû mener. Oui, c'est ça, il l'a dit, puis on l'a vu plusieurs fois sur les images. Ça a été dur pour lui, effectivement. Lui qui est un vainqueur, lui qui partait en leader, c'est effectivement, psychologiquement, ça a été dur pour lui. Oui, ça a été une course mortale, plus qu'une course avec ses concurrents, comme il en a l'habitude. Pour rappel, Jérémy Bayou, c'est le triple vainqueur de la solitaire du Figaro. Il prenait le départ de son 4e Vendée Globe. Il avait terminé 3e la dernière fois. Et tout avait été fait autour de lui, et évidemment avec lui, pour que ce soit un projet gagnant. C'était vraiment son objectif cette année. Quand il repart, il sait qu'il ne peut plus gagner. Et il va falloir vraiment qu'il se mette dans un autre état d'esprit. Et un état d'esprit en fait totalement différent de ce dont il a l'habitude. Il a dit il faut que j'apprends une autre facette de mon sport. Alors on va voir tout à l'heure avec lui, avec l'arrivée. À l'arrivée, ses premiers mots, peut-être qu'il va nous expliquer tout ça, comment il a pu basculer de ce côté je suis là pour gagner à l'aspect il faut que je termine ma course avec mon bateau. C'est beau de voir ce bateau. Vous êtes avec nous pour l'arrivée de Jérémy Bayou sur Charal. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce samedi matin, 9h05. Vous vous réveillez peut-être au chaud chez vous et vous profitez donc des images en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion et le site internet du Vendée Globe. Bienvenue à vous. On est ravis d'être avec vous, avec Camille.
avec Andy Robertson et Antoine Grenapin pour la version anglaise. Eh oui, n'oublions pas, cette course est internationale. Ah, on a des belles images Ah là, ouais. de Charal sur ses foils. Il va arriver très mal là, sur la ligne. Il arrive un peu par le nord-nord-ouest de la ligne. Et dans quelques instants, donc, il devrait franchir cette ligne d'arrivée virtuelle au large des Sables d'Olonne. Avec un temps de course, cette pige, on le verra tout à l'heure, qui est peut-être assez proche finalement du temps de son temps de course effectif. Si on part du principe qu'il est reparti 9 jours après tout le monde, qui risque d'être assez proche finalement du temps de course des vainqueurs. Ça, c'est incroyable. C'est dire combien il a eu la niaque quand même, jusqu'au bout. Alors, on l'a dit, hein, mais il y a beaucoup de monde sur l'eau. Effectivement, il fait beau, il fait bon sur l'eau. C'était l'occasion pour les nombreux semi-rigides de sortir et de pouvoir accueillir Jérémy Bayou bien au-delà de la ligne. À défaut de public dans le chenal, hein, puisque Ouais. Edwige, on va le rappeler, Bien sûr. il y a une interdiction. Oui, restez bien derrière vos écrans, hein, parce qu'on vous le rappelle, hein, mais le chenal est fermé au public. La petite jetée, la grande jetée et leurs passerelles d'accès respectives sont évidemment interdites. Également, l'ensemble des cheminements piétonniers autour de la salle des gardes, du prieuré Saint-Nicolas. Bien sûr, ça parle au Sablais et aux Vendéens. Mais restez bien devant vos écrans, on est bien ensemble. Cette arrivée est malheureusement effectivement à huis clos. Ça fera partie de l'histoire aussi de Eh ce ben oui, deuxième Vendée Globe. Bien sûr. Mais ça ne nous a pas empêché d'être très nombreux à suivre cette course. Je crois qu'on a également battu des records en termes de fidélité. Donc merci à vous d'être vraiment avec nous et de suivre les skippers. Nous sommes donc à quelques milles de l'arrivée de Jérémy Bayou, skipper de Charal. Voilà, Charal reparti en course le 17 novembre, 9 jours après tout le monde. Il repart, il est en 32e position, soit bon dernier. Et il va réussir à passer 13 bateaux, sachant qu'entre-temps, 6 d'entre eux auront abandonné, pour terminer en milieu de tableau. Alors évidemment, ce n'était pas son objectif premier. Ah non, il partait leader, on est d'accord. Il fait partie des leaders. Grand favori. Ouais. En disant, on va nous raconter avant le départ, j'ai vraiment très envie de gagner cette course. Si je la gagne pas sur cette édition, eh bien ce sera peut-être pour plus tard. Il y a du monde sur l'eau. Avec évidemment la production vidéo, toute notre équipe digitale qui assure aujourd'hui ce live arrivé, et puis aussi les photographes de l'organisation, le bateau presse, la direction de course, évidemment, les anges gardiens de la flotte. La tour de contrôle du Vendée Globe. On peut les saluer aussi, effectivement, ils sont sur l'eau et il faut bien se rendre compte qu'ils travaillent 24 heures sur 24 pour être au plus près des skippers. Ils se relaient jour et nuit au Sable d'Olonne, au Festival. Il avance vite, ça va vite là pour Jérémy. Tout à l'heure, il était à 17 nœuds, et puis là, il y a des conditions parfaites. Dès qu'il y a un petit trisé là pour monter sur ses foils, donc on peut admirer en fait toute la technologie de ces bateaux de dernière génération. Alors celui de Jérémy, un plan VPLP, avait été mis à l'eau il y a 2 ans. Des bateaux de dernière génération, en fait, c'est le premier à avoir. Les bateaux de dernière génération, c'est le premier en fait à avoir été mis à l'eau, et Jérémy et son équipe avaient eu pas mal de temps pour le mettre au point, pour régater avec, pour le tester, pour le faire évoluer. Avec sa déco assez caractéristique, assez forte. C'est beau, cette décoration noire et argent. Vivons fort. Vivons fort. Alors, on imagine que Jérémy a effectivement vécu des expériences très fortes, des hauts comme des bas.
Allez, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Bienvenue à vous qui êtes peut-être devant votre petit déjeuner ou sur le canapé. En tout cas, c'est une bonne nouvelle que vous soyez restés chez vous, puisqu'on le rappelle, l'arrivée se fait donc à huis clos. Donc, bienvenue à vous pour cette arrivée de Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui devrait donc franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants désormais. Et effectivement, quand on aura le temps exact, eh bien, on pourra dire si finalement il se rapproche des premiers, puisqu'on le rappelle, il est reparti 9 jours après le reste de la flotte. Par conséquent, eh bien, finalement, lui, son temps de course à lui, eh bien, pourrait être celui finalement des premiers. Toutefois, ce n'est pas ce temps de course-là effectif qui sera retenu pour le classement, évidemment. Le départ a été donné le 8 novembre et non pas le 17. Ouais. Les images sont magnifiques, un ciel gris, bleu, avec quelques éclaircies à terre. On a Jacques Arès qui nous envoie des photos en direct du plan d'eau. Alors Jacques Arès, le directeur de course, bien sûr, qui est donc en direct et qui nous envoie des informations. Ben oui, c'est tout un travail d'équipe finalement. Donc il semble faire beau, c'est ça, dans le chenal des Sables d'Olonne? Il y a une petite éclaircie, oui, à terre, effectivement, Edwige. Les Vendéens seront ravis de savoir qu'il fait finalement toujours beau aux Sables d'Olonne. Alors, à défaut d'être dans le chenal, ils seront peut-être sur leur balcon, comme on a eu l'habitude de le voir jusqu'à présent. Allez, regardez cette armada qui accompagne le bateau, avec la vedette de la SNSM. Bienvenue à Jérémy, vraiment. Alors Jérémy, qu'on aperçoit, je crois qu'il a hâte de lever les mains au ciel et se dire ça y est, je l'ai fait. Ce Vendée Globe qui n'était pas le mien au début, il n'a rien lâché. On imagine combien ça a dû être difficile quand il est revenu aux Sables d'Olonne après ces nombreuses avaries. Il n'a rien lâché et il est reparti malgré tout. Oui, il faut savoir que c'est quelqu'un dont le moteur, la motivation est véritablement le carburant, c'est la gagne. C'est un compétiteur dans l'âme. Ouais. Quand il prend le départ d'une course, c'est pour gagner, c'est pas pour l'aventure. Alors là, il a vécu quelque chose de très différent. Il le raconte d'ailleurs, effectivement, au travers de vos articles, Camille, et puis toute la rédaction, on a pu le découvrir. Effectivement, il le dit, il a fait une autre course, et puis finalement, ça lui a permis de découvrir les autres concurrents. Oui, il s'est retrouvé dans une position qu'il n'avait pas l'habitude d'occuper jusqu'à présent, c'est-à-dire plutôt avec les derniers, enfin la queue de flotte. Ouais. Du coup, ça lui a permis d'échanger avec ses concurrents qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer en course, on va dire, et il a découvert d'autres plaisirs. Celui d'avoir des échanges en fait plus légers, peut-être plus sincères, avec les uns et les autres, des échanges peut-être plus vrais, parce que quand on est en tête de course, on ne va pas commencer à raconter sa vie, à dévoiler tous ses petits secrets à ses concurrents. Bon, il a d'ailleurs dit, puisque Romain Athanasio arrivera en fin de journée, il a même d'ailleurs dit qu'il avait beaucoup parlé avec Romain et que Romain était une pipelette. On ne lui répétera pas. Mais en tout cas, il semblerait qu'ils aient beaucoup échangé. Oui, ils ont fait tout l'Atlantique Nord pratiquement de concert, ces deux-là. Ils se sont retrouvés d'ailleurs tous les deux à travers l'archipel des Açores dans des conditions un petit peu musclées. Ils se sont soutenus mutuellement. Ils se sont soutenus psychologiquement parce que tous les deux avaient hâte d'arriver. Effectivement, Romain Athanasio, lui, est attendu un peu plus tard dans la journée, dans l'après-midi ou en début de soirée. Notamment échangé lors du poteau noir, qui n'a pas été simple pour les deux. Non, effectivement. Enfin, surtout pour Romain, puisque c'est à ce moment-là qu'il s'est fait rattraper par Jérémy. Nous sommes donc toujours en direct pour l'arrivée de Jérémy Bayou, skipper de Charal. Vous voyez ces magnifiques images de l'IMOCA, Charal, vivons fort. Et effectivement, Camille, vous le disiez, mais
On peut imaginer qu'effectivement, il a vécu des moments intenses et forts durant ce Vendée Globe, son Vendée Globe. Alors, on espère quand même qu'il y a trouvé quelques satisfactions. On lui demandera tout à l'heure, peut-être oui. en conférence de presse. Vous pourrez suivre aussi en direct cette conférence de presse qui aura lieu, on va dire, à peu près 1h30 ou 2 heures après le passage de la ligne. On va lui poser évidemment toutes ces questions. C'est quelqu'un d'assez cérébral, Jérémy. Ah, et vous entendez la voix de Jacques Carès, il me semble, le directeur de course. On entend des cris, a priori. C'est pour dire bonjour. Ça sent le passage de la ligne. Oui, ça se rapproche. Oui, tout à fait. Et on apprend à l'instant, Edwige, que Charal vient juste de passer la ligne d'arrivée. Vous avez le temps, Edwige, vous voulez qu'on donne Donnez-le-nous. Exactement à 9h15 et 58 secondes, heure française. On attend les stats avec son temps de course effectif. Félicitations à Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui vient donc de boucler son tour du monde. Sa 4e participation au Vendée Globe. Il finit donc sa course au 89e jour de course. Voilà, je viens de recevoir les temps, Edwige. Alors, dites-nous tout, bien sûr, Camille. Donc, son temps de course, 89 jours, 18 heures, 55 minutes et 58 secondes. Exactement 9 jours, 15 heures, 11 minutes et 12 secondes derrière Yannick Bestaven. Sur le parcours théorique, donc l'orthodromie, en fait, le parcours théorique plus court, qui est évalué à 24 365 000 pour ce tour du monde, eh bien, il a parcouru sa course à 11,31 nœuds de moyenne, en ayant parcouru réellement, lui, sur le fond, 29 728 000 à 13 nœuds 80 de moyenne. Et puis, son temps effectif, Edwige, on en parlait tout à l'heure, sachant qu'il a pris son 2e départ, entre guillemets, 9 jours après, il est de 80 jours, 16 heures et 05 minutes. On imagine le bonheur. Bravo à Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui vient donc de boucler son tour du monde. Bravo à lui, vraiment. Et à toute son équipe, on entend effectivement des sifflets, forcément, des équipes derrière. Voilà, il a roulé sa voile d'avant et probablement il va peut-être rafaler sa grand voile. Et puis évidemment, son équipe technique va monter à bord. Pour les premières embrassades. On imagine combien ça doit être intense quand on monte retrouver son skipper pour l'équipe qui a été à terre. Oui, pour l'équipe qui a été à terre et puis pour le skipper aussi lui-même. C'est presque un choc de voir tout ce monde et toute cette célébration autour de soi après 3 mois de mer en solitaire, même s'il communique avec la terre, avec les autres concurrents. Ils restent quand même tout seuls sur leur bateau. Ouais. Donc là, on n'est pas très loin de l'arrivée de l'entrée dans le chenal pour se rendre compte. Et la ligne. Et puis rapidement, le skipper devrait donc rentrer dans le chenal des Sables d'Olonne où on rappelle, l'arrivée se fait à huis clos. Restez donc bien derrière vos écrans. Vous êtes bien sur votre canapé, peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Profitez. Ou au travail, effectivement, c'est vrai. N'oublions pas ceux qui travaillent. En tout cas, bienvenue à vous. En effet, que vous soyez en train de travailler ou en train de prendre votre petit déjeuner, bienvenue à vous qui nous suivez pour l'arrivée de Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui a donc franchi la ligne d'arrivée ce samedi 6 février 2021 à 9h15 minutes et 58 secondes. Bravo à lui. On a l'impression que les équipes sont en train de se rapprocher peut-être pour monter à bord. Qui embarque là?
Difficile de voir, peut-être. On peut évidemment imaginer que c'est l'équipe Charal hein, qui embarque. Ils sont les premiers à retrouver leur skipper. Oui, probablement Vincent Bayou, hein, le cousin de Jérémy, qui est le directeur général de l'équipe Charal. Et puis Pifou, le directeur technique. Et peut-être les enfants, les 2 garçons de Jérémy, puisqu'il a 2 garçons, Jérémy. Achille et Jacques, effectivement. Et Jérémy nous confiait hein, lors d'un Vendée Live avec un grand sourire que bon, pour Jacques, hein, le Vendée Globe, ce n'était pas une priorité et qu'il était ravi que nous ayons reçu à l'époque Claude de Koh Lanta parce qu'enfin Jacques allait peut-être s'intéresser au Vendée Globe. Toutes les raisons sont bonnes hein, pour s'intéresser au Vendée Globe. En tout cas, là, c'est sûr que s'il est sur le bateau en train de retrouver son papa, on imagine la joie aussi hein, pour les enfants parce qu'on le dit souvent, hein, mais c'est aussi une aventure familiale, une course familiale. Il y a celui qui part, bien sûr, le skipper. Il y a aussi ceux qui restent à terre. Ouais, et c'est vrai que pour les familles, il faut une sacrée dose d'amour et d'abnégation Voilà. parce que ces marins, quand même, ont une vie très, très chargée. Un projet, là, on voit finalement, il y a la course, le Vendée Globe, 80 jours en mer. Les projets avancent. C'est très chronophage, la construction d'un bateau, les premiers essais techniques, tout le programme de course. C'est une dévotion corps et âme hein, pour ce genre de projet. Et donc, derrière, il faut que les familles tiennent le choc quand même. Effectivement, ce n'est pas seulement 80 jours. Hein, c'est finalement une vie, parfois, qui est consacrée au Vendée Globe. Ils sont nombreux à le dire, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que parfois, quand il arrive des avaries, c'est encore plus compliqué parce que c'est presque une vie, finalement, qui s'arrête. On pourrait presque dire ça. Hein. Oui, ça n'a lieu que tous les 4 ans, hein, comme les Jeux Olympiques. Donc, ça s'arrête totalement de route. Alors, ça n'a pas été le cas de Jérémy, puisqu'il est reparti, mais c'est un vrai crève-cœur, parce que c'est 4 ans de préparation, hein, un Vendée Globe. Et pour Jérémy, qui en est à son 4e, imaginez, c'est quasiment 16 ans de sa vie qui a été consacré à cette course. Alors évidemment, il y en a plus d'autres. Il a eu énormément de succès, notamment en Figaro, avec ses 3 victoires. Il fait partie du tout petit cercle des triples vainqueurs de la solitaire du Figaro. Il a porté une première fois en 2005, puis en 2011 et 2014. Preuve que Jérémy est vraiment un très très grand compétiteur. Alors, il n'a pas pu s'exprimer comme il l'aurait souhaité sur cette course-là, mais c'est un autre exercice. On est sur le bâbord. C'était peut-être la course, non pas contre les autres, mais contre lui-même. Peut-être. Absolument. Jérémy Bayou, donc, qui vient donc de franchir la ligne d'arrivée de ce Vendée Globe, la 9e édition. Il boucle donc son tour du monde ce samedi 6 février 2021 à 9h15 minutes et 58 secondes. Après 89 jours de course, 18h55 minutes et 58 secondes. Et même si effectivement c'est le temps officiel, on ne peut évidemment pas s'empêcher de dire que il a fait finalement la course aussi rapidement que les premiers, puisque si on retire les 9 jours, eh bien il aurait fait une course en 80 jours. Malgré une météo quand même pas très favorable pour lui, notamment en Atlantique Sud. Alors il pestait, il a mis énormément de temps à rattraper les derniers, il a mis quasiment 3 semaines, il est resté vraiment tout seul entre son deuxième départ, on va dire, et puis son arrivée à proximité du cap de Bonne-Espérance, où il a doublé son premier concurrent qui était le Finlandais Ari Uusela. Et ensuite, on l'a vu pour tout le monde, l'océan Indien n'a pas été non plus très facile, ce qui fait que Jérémy n'a jamais battu des records de vitesse, hein, malgré un bateau fait pour aller très vite. Et aussi parce que sa volonté à lui, c'était de pouvoir amener son bateau en bon état. Et il nous racontait à plusieurs reprises en vacation que l'idée, c'était de naviguer un petit peu différemment, pas en force, mais en douceur, en glisse. Oui, on vous écoute, Camille.
Oui, naviguer un petit peu différemment, hein, pas trop tirer. Alors, c'est vrai que la mésaventure qui est arrivée à Kevin Escoffier a refroidi l'ensemble de la flotte. Hein. Je crois que tout le monde a mis un peu à lever le pied de l'accélérateur. Ouais. On le rappelle, hein, c'était effectivement le sauvetage de Kevin Escoffier, hein, skipper de PRB. Mais oui, c'est vrai que peut-être on aurait pu penser qu'il aurait été encore plus vite, peut-être, avec ses foils. C'est quand même un bateau de dernière génération. La météo n'a pas été très très favorable aux grandes glissades, voilà, perchées sur ces ailes sous-marines qui permettent aujourd'hui de sustenter le bateau quasiment au-dessus des flots. Donc, la météo, et puis deux, il y a peut-être ce phénomène, on fait attention au bateau, on voit river en entier. Ouais. Parce qu'une fois qu'on est dans le Grand Sud, c'est quand même un petit peu compliqué. On est un peu au milieu de nulle part. Il faut pas se retrouver dans une situation scabreuse avec une avarie technique qui soit rédhibitoire et qui demande à ce qu'on vienne vous secourir. Donc là, on voit les équipes continuent à embarquer. Notre équipe de notre équipe de prod, bien sûr, c'est Jeff. Alors bien sûr, il y a eu les adversaires, mais on voit là, les gars continuent à attraper, hein, c'est pas fini. Hein. Il faut installer les voiles, c'est pas simple, c'est des gros bateaux. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis avant d'emboucler le chenal, il faut que le bateau soit bien manœuvrant. Donc on va affaler les voiles, tout à l'heure déplonger le moteur et le démarrer. Donc quand vous dites déplonger le moteur, c'est-à-dire que donc, le moteur est plombé durant toute la course? Oui, il y a plusieurs éléments. En fait, c'est l'arbre d'hélice qui est plombé pour éviter en fait, que le moteur soit propulsif. Le moteur, il s'en sert à l'intérieur des bateaux pour recharger des batteries, pour pouvoir produire de l'énergie et de l'électricité pour tous les éléments qui en ont besoin à bord, notamment le pilote automatique, mais pas que. En revanche, il n'est pas propulsif, ce moteur. Donc, il y a un système il y a un scellé qui empêche l'hélice de tourner et de faire en sorte que le moteur soit propulsif. Il n'y a pas que le moteur qui est plombé. Hein. Il y a d'autres éléments à l'intérieur du bateau qui doivent rester fixes à poste et qu'on ne peut pas déplacer, matosser d'un bord sur l'autre. Et d'ailleurs, normalement, le comité de jauge, s'il n'est pas déjà à bord du bateau, va y monter tout à l'heure pour faire la fameuse vérification de ces plombages. Ce qui permet de valider finalement aussi, ça fait partie des validations pour acter le tour du monde. Ça fait partie des validations pour acter effectivement le temps de course, que le temps va sauter et qu'il n'y a pas de communication à propos de ce problème. On peut avoir une pénalité en temps, mais là, ça n'affectera absolument pas la position, en tout cas, de Jérémy Bayou. Parce que Romain Attanasio est très loin derrière. Oui. On va dire que c'est un détail, vu sa position, mais en tout cas, c'est la procédure. Ouais. Donc là, on voit toute l'équipe, effectivement, qui s'affaire habituellement pendant 3 mois. On est d'accord. Le skipper est seul pour faire ses manœuvres. Exactement. Et puis, c'est pas une mince affaire. C'est quand même des bateaux qui sont très physiques. Hein. Et d'ailleurs, la préparation physique fait partie des impératifs aujourd'hui pour pouvoir mener ces grands bateaux. On passe beaucoup de temps à la colonne de winch. Ça tombe bien parce que Jérémy adore ça. C'est un grand sportif. Je veux dire, à 44 ans, c'est quelqu'un qui a vraiment la forme, physiquement parlant. Alors c'est drôle parce qu'on aurait envie d'exploser de joie, mais on voit quand même finalement, on a l'impression que c'est très calme autour du bateau. C'est incroyable comme ambiance finalement. Au-delà du fait qu'il n'y ait pas de public, ça d'accord, mais au-delà de ça, on a l'impression que vraiment tout le monde reste finalement très concentré autour du bateau. Oui, et puis je pense que peut-être Jérémy attend d'être entré dans le chenal pour exposer ses sentiments. Alors, est-ce que ça sera de la joie? Est-ce que ça sera du soulagement? Pour l'instant, je pense que c'est les retrouvailles avec sa famille, et notamment avec ses enfants et peut-être sa compagne. Toujours des moments d'émotion, on imagine. Retrouver son skipper, retrouver son mari, retrouver son papa. Ça reste forcément des moments forts.
Ouais, et puis peut-être que Jérémy aussi fait durer le plaisir avant le petit bain de foule, entre guillemets, en tout cas le bain de foule de l'organisation tout à l'heure sur les pontons. Hein. Soyons précis. Soyons précis. La caméra est loin, mais finalement, on n'a pas envie de s'approcher. On a envie de les laisser voilà, entre eux, dans ces embrassades familiales. Parce que finalement, là, on rentre un peu dans leur intimité, à ces skippers. Oui, en général, ils sont plutôt assaillis une fois les lignes d'arrivée passées et une fois dans le chenal, assaillis par des questions, des caméras. On veut les dévorer, en fait. On veut savoir ce qu'ils ont vécu. On veut vivre par procuration, Bien sûr. tout ça. Et puis absorber aussi de l'émotion, parce que c'est une course qui nous a fait vibrer quand même tout l'hiver. Alors, c'est pas fini. Il reste encore des concurrents en course. On va bien sûr vous donner de leurs nouvelles. Que c'est chouette de le voir. Ça va être les premiers mots de Jérémy Bayou. On va l'écouter. Jérémy Bayou, donc, qui a bouclé son tour du monde ce samedi 6 février 2021. Ça va être les premiers mots de Jérémy Bayou. On va l'écouter. Alors, on n'ose plus parler, évidemment, pour ne manquer aucun mot de Jérémy Bayou. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Un sourire, ça c'est chouette. Voir Jérémy Bayou sourire. Courir. Quand ça tourne, quand ça tourne. Oui, alors Jérémy, ce Vendée Globe, une couleur particulière. Ouais, c'est sûr que la couleur a été. C'était tout bleu au départ. Avec un beau départ, un beau début de course, et puis d'un coup ça a basculé au noir, ou j'ai bien le noir, donc au gris total. Et puis c'est bleu à l'arrivée. Parce que je suis super content, super fier de ce que j'ai fait au final. Et voilà, c'est le sport, de toute façon. C'est la course à la voile, ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le sport, il ne faut jamais baisser les bras, il faut avoir au bout de ses intentions, même si les scénarios ne sont pas ceux qu'on attendait. Et voilà, donc c'était pas du tout le Vendée Globe que j'attendais. Ça, je ne cache pas, et je ne pas cacher que ça a été super dur au début, mais c'est tellement beau d'y être arrivé à la fin que voilà, ça valait le coup. Très différent de ceux que vous connaissez. Ah, il est tout connu, c'est le Vendée Globe, donc ça n'a jamais été facile. Parce que 2 abandons, une 3e place qui était géniale, mais qui s'est fait un petit peu dans la souffrance, et là une 13e place, et une aventure humaine fabuleuse. Voilà, de toute façon, boucler la boucle, c'est fabuleux. La dernière fois, j'en avais vraiment bavé, et la 3e place, c'était magique, mais boucler la boucle, c'était vraiment concrétisé, quelque chose que j'arrivais pas à faire depuis 2 éditions. Et là, je réalise la même chose, quoi. Donc, voilà, c'est effectivement, c'est important de jouer la gagne. Je suis câblé comme ça, on travaille pour ça, mais à un moment, ça reste du sport, ça reste des aventures humaines, et terminer déjà, c'est bien. Je pense vraiment à tous ceux qui ont abandonné, parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir repartir au final. Alors, c'est super dur de repartir, c'est super dur de se remobiliser, de se mettre des objectifs au quotidien, mais l'abandon, être à la maison et regarder la course, c'est vraiment dur. Donc voilà, je pense à tous ceux à qui c'est arrivé. Et voilà, la prochaine fois, ils seront là, et ça sera bien pour eux. Qu'est-ce que vous avez découvert sur ce Vendée Globe? J'ai découvert très au fond de moi une personnalité qui
résistais pas ou peut-être que j'essayais de refouler un peu, c'est-à-dire que voilà, j'étais là pour la compète, pour la gagne, et puis c'est vrai que on oubliait des fois un peu la notion humaine, la notion de plaisir, la notion de partage. Voilà, parce que j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Et puis là, j'ai découvert que c'était possible, parce que voilà, je n'ai pas fait de balade, hein, j'ai quand même fait, une belle course, j'ai tiré sur le bateau, je suis allé au bout de mes options. Mais en même temps, j'ai réussi à vivre pleinement le truc, quoi. Et puis aller au bout de ce stress, de cette angoisse qui revenait perpétuellement, de penser que voilà, je n'allais pas gagner la course, et d'arriver à surmonter ça, pour moi, ça me paraissait impossible. Et puis j'y suis arrivé, donc c'est une grosse victoire sur moi-même, en tout cas. Le bateau, en quel état? Ouais, le bateau en super état. C'est ça le pire, hein, c'est que tous les problèmes que j'ai eu en cascade suite à l'avarie de Safran, derrière, tout est arrivé en même temps, et puis derrière, ça s'est super bien passé, quoi. Il y a toujours des petites bricoles, hein, il y a toujours du ragage, il y a toujours un peu d'électronique, d'électricité. Mais voilà, le bateau, la structure, les foils, le capteur, le coquillage. Voilà, ça pourrait repartir. Donc, c'est pour ça que c'était important aussi de repartir et de finir la course, parce que ça salue, ça récompense aussi le travail de l'équipe. C'était pas dur que pour moi de faire demi-tour et de repartir. C'est dur pour toute l'équipe qui, comme moi, travaille depuis 4 ans là-dessus. Et puis c'est dur pour mon partenaire Charal. Tout le monde a pris un énorme coup sur la tête. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait repartir et d'arriver avec un bateau en bon état, en ayant fait une belle course. Ça compense un petit peu tout ce qui nous est arrivé au départ. Yannick Bestaven, un beau vainqueur. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de mauvais vainqueur sur le Vendée Globe. C'est un très beau vainqueur. C'était une course, c'était une course particulière, hein, mais il a su saisir, il a su prendre ce qu'il y avait à prendre, et il mérite largement sa victoire. Donc un grand bravo à lui. J'imagine qu'il doit savourer, et ça donne envie. C'est pour vous la prochaine édition? Ouais, j'ai dit, de toute façon, j'y retournerai, pas quoi qu'il arrive, j'ai dit j'y retournerai jusqu'à ce que je gagne. Maintenant, au final, c'est pas si évident, parce que j'aurais pu repartir et j'aurais pu dégoûter la vie, hein, parce que j'aurais justement peut-être. C'était pas sûr que je réussisse à surmonter cette déception et aller au bout, ou alors je serais allé au bout et je serais arrivé, et là je t'aurais dit je raccroche mon ciré, parce que voilà, c'était trop. Et en fait, non, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une petite frustration quand même, pas avoir une grosse. Et en plus, j'ai découvert une autre façon de naviguer, j'ai beaucoup appris sur le bateau, c'est un tour du monde en solitaire en plus, et j'ai pris beaucoup de plaisir, donc ouais, forcément j'ai envie de revenir. Merci Jérémy. Merci. Yep. Voilà les premiers mots de Jérémy Bayou. Alex, la plate Alex notamment. Voilà les premiers mots de Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui a donc franchi la ligne d'arrivée ce samedi 6 février 2021 à 9h15. Il a dit des belles choses, Camille. Oui, et puis on est content en fait de l'entendre tenir ce discours, parce qu'on a quand même eu l'impression que ça a été dans la douleur pour lui pendant un bon moment. Cela dit, c'est quelqu'un qui fait souvent des courses dans la douleur, et là c'est chouette parce qu'on l'entend lui dire: j'ai découvert autre chose, j'ai découvert les valeurs de partage, de plaisir d'être basculé sur un autre monde, et humainement il a pris forcément une autre dimension. Avec ce challenge qui n'avait pas idée, qui serait amené évidemment à relever, c'est-à-dire faire un Vendée Globe, mais plus du tout dans une position pour jouer les hommes de tête et pour jouer la gagne. Donc on est vraiment content d'entendre ces paroles de satisfaction. Voilà, il est vraiment allé au bout. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un slogan qui est celui toujours de ne jamais rien lâcher. Là, il a rien lâché, effectivement.
il n'a rien lâché, il a terminé son tour. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est vrai que c'est une expérience ultra précieuse quand même, c'est 80 jours de navigation autour du monde avec ce bateau-là, notamment s'il a l'intention de repartir. Oui, c'est une intention. Hein. Voilà, c'est plus qu'une intention, visiblement. Cette expérience qu'il aura eue autour du monde, il a dû engranger énormément de connaissances, énormément d'informations qui vont lui permettre de repartir encore plus fort la prochaine fois. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, mais il y a bien sûr la course autour du monde, mais il l'a dit lui-même, hein, il fallait qu'il lutte contre cette idée qu'il n'allait pas gagner. Il a eu une victoire sur lui-même. C'est plus qu'une course décidément ce Vendée Globe. Ouais, alors j'ai une petite pensée pour Christopher Pratt, qui est comment dire, la doublure de Jérémy. Christopher a fait une thèse dans cette étude sur la motivation. Et alors, à mon avis, sur ce coup-là, avec Jérémy, il y avait un bon cas de figure à exploiter. J'imagine que ça pourrait faire partie des cas d'études. Christopher, d'ailleurs, qui doit être sur l'eau, peut-être à bord du bateau, ou en tout cas sur un des semi-rigides, pour accueillir Jérémy. Alors, il a parlé également de l'état de son bateau, finalement, un bateau qui semble être en super état. Ça, c'est incroyable aussi, au vu des conditions. Oui, alors c'est vrai que son équipe a fait un super boulot hein, quand le bateau est rentré au port, donc pour réparer la bastac, le safran, la cloison. Voilà, cette cascade de petites avaries qui l'avait obligé en fait à faire demi-tour. Et puis après, la sensation quand même qu'on a eue, c'est que Jérémy a tout fait pour le préserver ce bateau. Voilà, il l'a dit plusieurs fois, j'ai pas envie de tirer dessus, j'ai pas envie de passer en force. Donc il a essayé d'exploiter son bateau au mieux, mais sans le faire souffrir. Oui, parce qu'ils le disent aussi souvent, hein, mais leur bateau, ils n'ont pas envie de le faire souffrir. Hein. Ça reste un compagnon. C'est évidemment bien plus qu'une machine pendant ces 3 mois de course. C'est un véritable compagnon qu'on n'aime pas voir souffrir, finalement. Oui, et puis c'est surtout quand même la condition sine qua non de leur survie dans le Grand Sud. Hein. Donc on ne peut pas se permettre, passer le cap de Bonne-Espérance, d'avoir un bateau en mauvais état. Ça, c'est quand même dans toutes les têtes. Et d'ailleurs, Jérémy était super soulagé de pouvoir récupérer la queue de flotte juste avant son entrée dans le Grand Sud, parce qu'on a vu avec le sauvetage de Kevin Escoffier que ce sont d'abord les autres concurrents qui sont les meilleurs anges gardiens si on a un pépin, et qu'on est bien content d'être entouré une fois qu'on attaque cet immense tunnel qui est du Grand Sud, l'océan Indien puis l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, c'est vraiment un grand désert maritime. On n'est plus tellement à portée de secours au bout d'un moment. Donc, il est effectivement hyper important d'avoir un bateau en bon état. Alors, même s'il manque des voiles, même si on a des problèmes en fait, pour faire marcher, des problèmes liés à la performance, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes structurels. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est que quand on écoute Jérémy, il a un mot aussi, finalement, pour tous ceux qui ont abandonné. Et c'est chouette. Enfin, effectivement, objectivement, soyons honnêtes, il vient d'arriver, il pourrait surtout penser à lui. Et maintenant, il a quand même un mot pour les autres, décidément. Et maintenant, c'est vraiment avec les autres qu'il avance. Hein. Oui, c'est un peu le nouveau Jérémy Béliou, non pas qu'il n'ait jamais eu de pensée pour ceux qui abandonnent, mais il s'est retrouvé lui-même dans cette posture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il l'a songé quand il est rentré au Sable d'Olonne. Alors, il y a eu cette vague d'émotions énorme parce que finalement, il a été accueilli pour son retour. Il a été accueilli avec beaucoup de ferveur et de chaleur. Alors, c'est peut-être ça qui l'a poussé à repartir en course, mais c'est vrai qu'il s'était totalement trouvé dans la position où il aurait pu dire, bon, l'objectif de la gagne, il est plus atteignable, donc je repars pas. Et il est quand même très très bien placé, voilà, pour comprendre ce que ça signifie pour tous ses concurrents et compagnons de voyage, on va dire. Ce sont des rivaux, mais ce sont aussi des collègues. Pour certains, ce sont des amis. Il est très bien placé pour savoir ce que ça signifie que d'arrêter la course en cours de route. Encore une fois, on dit le Vendée Globe, c'est uniquement tous les 4 ans. Hein. On n'a pas une chance démesurée. On ne peut pas faire 6 ou 7 Vendée Globe dans sa vie. À un moment donné, il faut savoir saisir sa chance et puis y arriver au moment opportun. Pas 5-6 Vendée Globe, quoique la prochaine fois, parce qu'à priori, dans 4 ans, enfin dans 3 ans désormais, il sera à nouveau sur la ligne, ce sera son 5e Vendée Globe. C'est vrai, tout à fait. Et puis heureusement qu'il a commencé tôt. Ouais.
Alors, ceci dit, il n'y a pas d'âge. Hein. On le voit avec Jean Le Cam, le fameux roi Jean, qui a été à son 5e Vendée Globe, le doyen de la flotte. Et bon, aujourd'hui, on se concentre sur Jérémy Béillou, hein, bien sûr, skipper de Charal, qui a donc, on le rappelle, hein, bouclé son Everest. Je crois que vraiment, c'est le terme, son Everest, en 89 jours. Il a donc franchi la ligne ce matin, samedi 6 février 2021, à 9h15. Il se dirige tranquillement vers l'entrée du chenal des Sables d'Olonne. Un chenal qui, bien sûr, normalement, devrait être noir de monde. Ce ne sera pas le cas. Ça n'empêche pas la joie et l'exploit, bien sûr. Jérémy Béillou. Et encore une fois, pour le moment, l'ambiance est quand même très calme. Hein. Effectivement, presque une ambiance de recueillement. Oui. Mais cela dit, à l'heure de vie, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui. On parlait de l'âge, effectivement, Jérémy a 44 ans. Et c'est vrai que sur ce Vendée Globe, la moyenne d'âge globale de tous les concurrents est relativement élevée. Ah ouais. La voile, c'est un sport à maturation lente, c'est un sport d'expérience. Et ce qui est bien, c'est que c'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps. C'est vrai. Et autre petite anecdote, je crois bien que Yannick Verstappen est le plus vieux vainqueur du Vendée Globe depuis le début de l'histoire de la course. La moyenne d'âge des vainqueurs, c'est plutôt autour de 30 ans. Et là, Yannick Verstappen, il a, rappelons, il a fêté ses 48 ans. Bonne réponse. Par 48 degrés sud. En plein océan Pacifique. La vie est vraiment bien faite. Il n'y a pas de hasard, Camille, dans la vie. Donc, du haut de ces jeunes 48 ans, eh bien, Yannick Verstappen est donc peut-être le plus ancien. Ceci dit, qu'importe l'âge, hein, l'essentiel, c'est déjà de boucler ce tour du monde. Et Jérémy Béillou l'a fait une deuxième fois, hein, puisqu'on le rappelle, il a donc participé à 4 Vendée Globe. Il a abandonné 2 fois. La dernière fois, il était donc 3e. Et cette fois-ci, il est donc 13e du Vendée Globe de cette 9e édition. Après avoir dû faire demi-tour et repartir 9 jours après le reste de la flotte. Un sacré Vendée Globe. On vous laisse donc profiter bien sûr des images de cette arrivée de Jérémy Béillou, skipper de Charal, qui a donc bouclé son tour du monde ce samedi 6 février 2021. Il a donc franchi la ligne ce matin à 9h15 après 89 jours de course, 18h, 55 minutes et 58 secondes. On aperçoit bien sûr les Sables d'Olonne au loin. C'est même, pour être plus précise, l'entrée du chenal des Sables d'Olonne. Ce chenal si réputé, connu bien sûr dans le monde entier, notamment évidemment par les marins. Ces marins qui quittent ce chenal, qui partent pour un tour du monde, leur Everest, l'Everest des mers, et reviennent dans ce chenal. C'est le cas donc aujourd'hui pour Jérémy Béillou,
qui boucle donc son tour du monde en 89 jours. 9 jours après Charlie Dalin, qui avait franchi la ligne d'arrivée en premier, hein, rappelons-le, qui n'est pas le premier de ce Vendée Globe, mais qui avait franchi la ligne d'arrivée en premier. Alors, le temps que Jérémy arrive dans le chenal, on va peut-être aussi rappeler que ce soir, vous pourrez à nouveau être avec nous. Décidément, on va passer la journée ensemble, si vous le voulez bien, pour le petit déjeuner. Et puis, pour l'apéro, peut-être. À quelle heure Si, c'est lui. Effectivement, Romain Athanasio franchira également la ligne d'arrivée ce soir. Pour le moment, il est prévu entre 17h et 18h30 au large des Sables d'Olonne. Ça, c'est pour ce soir. Donc, on vous donne déjà rendez-vous ce soir. Toujours derrière vos écrans, puisqu'on vous le rappelle, les arrivées de cette 9e édition se déroulent à huis clos. Le chenal est donc fermé, ainsi qu'une partie de la grande plage des Sables d'Olonne. Finalement, la meilleure place, c'est sur votre canapé, devant votre petit déjeuner. Enfin bon, là, il est 10h. Peut-être falloir... Devant le brunch. Devant le brunch du samedi. C'est le week-end, on prend le temps. C'est Chaudade. On va peut-être en profiter, Edwige, pour Je crois rappeler qu'il nous a direct les 12 premiers Bien de sûr. ce 9e Vendée Globe. Alors, rappelez-nous, parce qu'effectivement, entre les bonifications, les arrivées, on est un petit peu perdu. On l'a déjà rappelé dans plusieurs Vendée Live, mais c'est toujours bien de petite piqûre de rappel. On y va pour un samedi matin, 9h52. Camille, on vous écoute pour le classement. Oui, alors Maître Coq, donc premier vainqueur de cette 9e édition devant Charlie Dalin, deuxième Apia, Charlie qui a effectivement passé la ligne en première position. Et le jeu des bonifications a fait que Yannick Bestaven remporte cette édition. Yannick Carême qui a été un des leaders, un des grands leaders de cette course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Bureau Vallée avec Louis Burton prend la 3e place, suivi de Yes Wickham, notre héros national. Alors, inutile de vous dire que tous ses concurrents sont en train de faire leur marathon médiatique à Paris, qu'on peut les voir un peu sur toutes les télés françaises en ce moment. 5e, Boris Herrmann, un des autres grands acteurs de cette édition, le skipper allemand donc, de Sea Explorer Yacht Club de Monaco en 5e position. Qui vous avait fait une grosse frayeur quand même, à quelques minutes de franchir la ligne. Oui. Souvenez-vous. Il nous a fait une grosse frayeur, effectivement. Il avait heurté un chalutier le matin même, la veille au soir, il me semble, je crois que c'était le matin Ah oui, le matin même, ouais. de l'arrivée. En 6e position, on retrouve Thomas Ruyant, Linked Out. Alors, c'est peut-être le grand perdant, Thomas Ruyant, de ce 9e Vendée Globe, malheureusement, lui qui a fait partie des hommes de tête pendant toute la course. Il est resté dans le trio de tête, je crois, 72% du parcours. Il ne termine que 6e, Thomas, devant Groupe Apicil, une des révélations de cette édition, Damien Seguin. Qui n'avait pas manqué finalement presque de se moquer de lui-même, puisque, souvenez-vous, avec les images, on l'avait vu remonter le chenal en capitaine crochet, lui qui n'a pas de main gauche depuis la naissance. Incroyable. Voilà, je suis devant Giancarlo Pedote, le premier Italien de la flotte, le 5e Italien à prendre le départ du Vendée Globe et qui réalise le meilleur résultat de tous les transalpins qui n'ont jamais participé à cette édition. Et qui nous a fait voyager avec son accent. Et ses recettes de pâtes. Ah oui. J'espère que vous avez toutes noté, Camille. 9e, Benjamin Ducreux, autre bisu donc, de cette édition à Bordeaux-Ronia Water Family, une des révélations aussi de cette course devant. Et Sablé, rappelons-le, Et Sablé, l'enfant du pays, devant le Benjamin. Le pimpant est très, festif. Maxime Sorel sur VNB Mayenne. C'est-à-dire, nous ne dirons rien. on peut quand même rappeler qu'effectivement, grâce à Maxime Sorel, la dernière du Vendée Live aura été marquée une pierre blanche, puisqu'effectivement, il a arrosé le plateau. On le remercie d'ailleurs. 11e, Armel Tripon sur l'Occitane en Provence, un bateau magnifique que tous les skippers restaient à terre regardaient avec beaucoup d'envie.
en se frottant les mains peut-être pour leur prochain projet de Vendée Globe. Ouais. 12e arrivée hier, Clarisse Kremer sur Banque Populaire, première femme de cette édition. Clarisse, 31 ans, qui faisait aussi son premier tour du monde. Même si elle le dit bien, hein, pour elle, être la première femme, c'est pas un critère. Hein. Elle le rappelle. Elle l'a bien martelé. Elle a bien martelé parce qu'on a voulu un peu l'enfermer aussi dans cette position-là. Elle estime être un marin. C'est souvent le discours d'ailleurs qui est mené par toutes ces filles qui font de la course au large aujourd'hui. Elles n'ont pas forcément envie d'être enfermées dans une catégorie. Elles font partie d'une flotte, une flotte mixte, et elles sont classées avec les garçons. Il n'y a pas de classement féminin, on le rappelle. Et puis 13e, donc Jérémy Bayou, qui devrait faire son entrée dans le chenal dans quelques minutes. Alors 13e, est-ce que c'est le chiffre porte-bonheur ou porte-malheur pour Jérémy? Je ne sais pas. En tout cas, il arrive 13e et il a doublé 13 bateaux pendant cette course. On peut parler de chance peut-être, de porte-bonheur. On va plutôt parler de porte-bonheur. Et puis Romain Athanasio, attendu donc cet après-midi, comme vous le disiez Edwige, à l'heure de l'apéro ou du goûter. On verra ça. On va peut-être parler plus de goûter parce que sinon on va nous prêter une réputation qui n'est pas la nôtre. Il est bien trop tôt pour parler d'apéro. En tout cas, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de suivre l'arrivée donc de Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui a donc bouclé son tour du monde ce samedi 6 février 2021. Il a donc franchi la ligne d'arrivée ce matin, donc à 9h15, c'est-à-dire il y a 45 minutes maintenant. Son équipage l'a bien sûr rejoint à bord, sa famille aussi, ses deux fils qu'on a vus tout à l'heure. Un moment fort. Et donc, nous avancons doucement, mais sûrement, vers le chenal. Donc là, on voit l'équipage qui travaille. J'imagine qu'à ce moment-là, on se laisse un peu porter, non, quand on vient de faire un tour du monde. On laisse son équipage reprendre la main. Ah oui, on va dire qu'il a fait le job, Jérémy, jusqu'à présent, avec les manœuvres. Voilà, là, on les voit en train de ranger les voiles, de mettre tout ça au propre dans les sacs à voiles, et ça va partir dans la soute. Ce qui est dingue quand même, c'est que ça fait donc 45 minutes qu'il a franchi la ligne. Et donc, effectivement, que l'équipage est monté à bord. Mine de rien, ils mettent du temps à tout ranger. Et ça, il l'a fait tout seul pendant 3 mois. Ils le font tous tout seul pendant 3 mois. C'est dingue quand même. Ah oui, c'est un boulot de tous les instants. Ils sont un peu aliénés par la marche de leur bateau. Il y a toujours quelque chose à faire à bord, toujours quelque chose à réparer, toujours un réglage à ajuster. Et là, on voit ces belles images du drone. De Frédéric Olivier. Magnifique, comme toujours, cette entrée dans le chenal des Sables d'Olonne. Donc on imagine bien sûr sur l'eau, bien sûr la direction de course, les anges gardiens, n'est-ce pas, la tour de contrôle, appelons-les comme on veut, mais en tout cas ils sont là, nuit et jour. L'équipe, bien sûr, de Jérémy Bayou, la famille. Quelle magnifique image, un peu cinématographique, non? Du gris, du noir, un silence, digne d'un film. Donc merci, parce qu'effectivement, on voit bien que le chenal est vide. Donc merci d'avoir respecté les règles imposées par la préfecture de la Vendée. Une arrivée à huis clos.
toujours incroyable, un rendez-vous compte, un tour du monde. Nous, quand il fait un peu froid ou il y a un peu de vent, on est déjà complètement perdus. Et eux se retrouvent en plein milieu des océans, seuls. On les a vus pleurer, on les a vus rire. Ils nous ont quand même, encore une fois, fait vraiment partager une aventure extraordinaire, une course extraordinaire, qui tombait, il faut le dire, à pic, dans cette période si compliquée à terre. Je crois que finalement, on peut les remercier aussi, ces skippers, de nous avoir fait vivre ces moments dingues. On a vibré avec eux, on a pleuré avec eux. On a eu peur aussi, hein. On se rappelle bien sûr de ce sauvetage de Kevin Escoffier. On a pleuré aussi avec Jérémy quand il est revenu au sable. On s'est dit, c'est pas possible. Pas lui. Bien sûr, personne ne mérite de revenir au sable. Mais lui, qui était parmi les leaders, vu déjà comme le vainqueur. Comme quoi, hein, c'est aussi une belle morale. C'est-à-dire que, mine de rien, rien n'est joué jusqu'à la fin dans ce Vendée Globe. Oui, non, jamais. C'était aussi la beauté de cette course, hein. Alors effectivement, vous disiez, Edwige, on peut tous les remercier, leur dire merci parce que ça a été notre grande bouffée d'oxygène cet hiver, cette course. Elle nous a permis de nous évader, nous qui sommes un peu quand même enfermés, hein, dans l'enfermement depuis presque un an maintenant. Alors eux, c'était on va dire un enfermement volontaire. Mais au grand air. Mais au grand air. Et puis c'est vrai que cette course va rester dans les annales à plusieurs titres. Ce sera effectivement l'édition du Covid, mais ce sera aussi une édition absolument fabuleuse en termes de régate. On n'a jamais vu ça sur un Vendée Globe, hein, des flottes aussi groupées, un tel suspense pour savoir qui serait le vainqueur. Une météo un peu particulière qui a souvent favorisé en fait les poursuivants, qui a à chaque fois permis des regroupements. Donc on s'est vraiment pas ennuyé. Allez, voilà l'image de Jérémy Bayou qui rentre donc dans le chenal des Sables d'Olonne après avoir bouclé son tour du monde en 89 jours. Bravo Jérémy Bayou. Jérémy Bayou, 13e donc, de cette 9e édition, qui restera bien sûr dans les annales, vous l'avez dit Camille. Tout ça nous laisse sans voix en fait. Oui, mais c'est ça en fait. C'est incroyable ce Vendée Globe. Celui-ci peut-être encore plus que les autres. Il en faut du courage. Il en faut de la volonté pour boucler un tour du monde. Revenir, avoir des avaries, compter sur son équipe, parce qu'on rappelle, en plus, il n'avait pas pu aider son équipe, hein, puisque Covid oblige, il avait dû être confiné très rapidement à la descente de son bateau quand il était revenu. Donc c'est tout un travail d'une équipe soudée qui a travaillé jour et nuit. C'est quand même la fin d'une belle histoire, malgré tout. C'est la fin d'une belle histoire et c'est la fin d'une histoire assez exemplaire, je trouve aussi, pour ce nouveau partenaire, donc Charal, qui arrive dans la voile avec Jérémy Bayou sur un projet quand même ambitieux. Et je trouve que ce sont des belles valeurs dont Jérémy a fait preuve et qui peuvent, dans le monde de l'entreprise, je trouve, se répercuter. Hein, alors on a beaucoup parlé de résilience, hein, c'est un peu le gros mot de ce Vendée Globe. On va plutôt parler de résistance, effectivement. Et puis d'opiniâtreté, hein, c'est une des qualités et un des défauts d'ailleurs de Jérémy, son côté têtu et opiniâtre. C'est une qualité en fait d'être têtu. Hein. Jérémy qu'on voit donc saluer saluer la foule, non, mais saluer tout de même. Il y a forcément du monde au balcon.
des Sablais, des Vendéens et bien sûr en tout cas, on voit beaucoup de fenêtres ouvertes. On imagine bien sûr qu'il y a du monde dans les appartements, dans les immeubles, pour saluer Jérémy Bayou, Fleur de Charal, qui a donc bouclé son tour du monde, on le rappelle, le samedi 6 février à 9h15. Donc presque une heure qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Il profite. La remontée se fait en douceur, doucement, mais sûrement. Ah, Il a raison, ouais. profiter. C'est un petit peu le sas de décompression aussi, on va dire. Ouais. La transition entre le retour à une vie terrienne qui est pas toujours hyper facile, Non. Parce qu'on est complètement déconnecté en fait. Bien sûr. Pas non plus, effectivement, on se rend pas compte, mais ils sont quand même 3 mois, 2 mois, seuls en mer. Ils arrivent, les bateaux, la foule, les médias, la famille. Tout le monde veut les embrasser, tout le monde veut les voir, tout le monde veut les entendre. Vous le disiez tout à l'heure, on a aussi envie de les entendre, savoir comment ça s'est passé. C'est parfois difficile. On a l'image d'Hélène MacArthur qui n'arrivait pas à quitter son bateau, souvenez-vous, qui n'avait de cesse de l'embrasser. C'est quand même un binôme indissociable. C'est vrai que parfois, finalement, on les arrache un peu à leur bateau quand ils arrivent sur Terre. Oui, et puis d'ailleurs, Hélène MacArthur qui a envoyé un petit message vocal de félicitations à Clarisse Kremer, lui a dit surtout bonne chance pour ton retour à terre parce que ça, c'est vraiment très dur. C'est dire. En fait, c'est vrai que nous, on est complètement déconnectés de ce qu'ils vivent réellement. Eux seuls savent ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ils ont toujours envie de beaucoup échanger avec les autres marins, avec les autres skippers, refaire le match. Parce que finalement, nous, on a vécu par procuration, mais on n'a pas fait. On a juste regardé et on a essayé d'imaginer. Enfin, on a vibré avec eux quand même. Moi, j'ai eu peur. On aurait envie d'être dans le chenal, sur l'eau. Et quand même, cette ambiance indescriptible, finalement. Les quelques klaxons nous font évidemment oublier que la foule manque un peu, forcément, en ce samedi 6 février. Ça n'enlève en rien, évidemment, l'exploit de ce 13e skipper qui vient donc de franchir la ligne d'arrivée. Un nouvel homme entre donc dans le chenal. Ça ne l'empêche pas d'être évidemment toujours compétiteur. Il l'a déjà annoncé, il sera là dans 4 ans. Le Vendée Globe, il l'arrêtera que quand il l'aura gagné. Il a dit à plusieurs reprises, on a pu le lire notamment dans vos articles, Camille, de toute la rédaction du Vendée Globe. Mais il le dit aussi, c'est un nouvel homme qui est allé puiser au fond de lui-même et qui s'est découvert peut-être un peu. Il l'a dit tout à l'heure, il ne pensait pas que finalement il pouvait tout gérer de front, le côté compétitif, le côté humain. Et donc finalement, il s'est l'éprouvé à lui-même, il nous l'a montré que oui, c'est possible, on peut être compétiteur et avoir aussi cette part d'humain. Ça lui a permis de rencontrer finalement ceux qu'il rencontre, qu'il croise souvent sur les pontons. Eh bien, il a fallu qu'il aille au bout du monde pour réellement les rencontrer et partager avec eux. Et ça, c'est aussi la belle histoire, forcément.
Vous nous suivez donc toujours, hein, on l'espère bien sûr, du haut de votre canapé ou peut-être de votre lieu de travail. Merci à vous en tout cas d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Vous avez été fidèles depuis 3 mois. Et rien que pour ça, on vous remercie. Parce que bien sûr, le Vendée Globe, c'est les skippers, c'est leur course, mais c'est aussi vous. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de commentaires. Donc merci à vous de nous suivre vraiment aujourd'hui et tous les autres jours sur les réseaux sociaux, le site internet, YouTube, Dailymotion, qu'importe. Mais suivez-nous. En tout cas, c'est agréable de voir une arrivée sans pluie. On a dit tout à l'heure que c'est vrai qu'au Sable d'Olonne, il fait toujours beau, à quelques exceptions près. Malheureusement, ces exceptions ont été multiples ces derniers jours, donc ça fait du bien de voir enfin un skipper sans pluie. Oui, sans pluie, sans vent, sans vagues qui déferlent à l'extérieur et qui nous a d'ailleurs empêché d'aller filmer plusieurs arrivées parce que c'était assez impraticable à l'extérieur du chenal. Et puis, bien voilà, dernier Bayou 13e, il en reste quand même encore 12 en mer et on ne les oublie pas. Non. Romain Athanasio va franchir la ligne donc ce soir. Et puis on attend un groupe de bateaux. Alors il y a eu de la bagarre en tête, mais il y a aussi la bagarre en milieu de flotte avec quand même un sacré match à 6 bateaux. Avec le skipper japonais Kojiro Shiraishi, l'enfant du pays, le sablé d'adoption. Voilà, le Vendéen de cœur. Le Suisse Alan Roura. Le Parisien Stéphane Le Diraison, et puis un peu plus loin Piper, et puis l'Espagnol Didac Costa. Alors tout ce petit monde est en train de passer dans l'ouest de l'archipel des Açores. Et il va y avoir des arrivées très groupées et certainement très excitantes autour entre le 10 et le 12 février. Et puis derrière, on a encore plusieurs concurrents un peu plus loin, à la hauteur du Cap Vert. Monsieur Sourire, Clément Géraud. Manu Cousin aussi, local de l'étape. Bah oui, c'est important. La Britannique qui vit en France, Miranda Meron, et puis en toute queue de peloton encore dans l'hémisphère sud, on a Alexia Barrier et puis le Finlandais Ari Uusela. Et puis ces deux filles qui sont sur le point de se connecter au large de Salvador de Bahia, qui sont hors course, mais qui ont décidé de terminer en solitaire leur tour du monde, Samantha Davis et Isabelle Joschk, qu'on pourra accueillir aussi au Sable d'Olonne, plutôt à la fin du mois. Ouais. En tout cas, on peut le rappeler aussi, pour toutes ces arrivées, bien sûr, on sera là. Alors, si ce n'est pas vous, Camille, ce sera Frédéric, Olivia peut-être, Antoine aussi. Et puis, effectivement, à ma place, Maxime, Hélène, bien sûr. En tout cas, on sera là. Sachez-le, toute l'équipe du Vendée Globe sera là pour vous faire vivre au mieux ces arrivées. Sans oublier toute l'équipe digitale qui assure ces arrivées avec des moyens particuliers. Mais ils sont là, à terre, en mer. Ils sont partout, ces jeunes du digital. Et c'est tant mieux. Oui, en mer, on a quelques photographes. On a les personnes qui sont chargées de vous livrer les images que vous voyez actuellement. Et oui, finalement, alors bien sûr, toute proportion gardée, mais finalement, l'équipe du Vendée Globe, c'est un peu comme les skippers. Il y a ceux qu'on voit à l'antenne, bien sûr, et puis il y a toute l'équipe derrière qui travaille. Donc, c'est aussi l'occasion de les remercier. Merci à tous d'être là et de nous faire vivre ce Vendée Globe, parce que c'est aussi grâce à vous. C'est la matinée des merci. C'est important aussi. Oui. La bonne nouvelle du samedi 10h15, c'est qu'on imagine aussi tous ces enfants qui peuvent être devant les écrans, puisqu'il n'y a pas école demain. Tous ces enfants de France et d'ailleurs qui ont suivi le Vendée Globe grâce au travail des professeurs. Le Vendée Globe, c'est aussi un vrai support pédagogique. À savoir. C'est un outil pédagogique absolument formidable. On peut travailler la géographie, les maths,
d'histoire, on peut parler de nature, de faune et de flore. C'est un outil absolument formidable. On imagine la fierté de tous les enfants qui ont pioché Jérémy Bayou au début de la course pour le suivre, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans de nombreuses écoles. Les enfants ont pioché finalement un skipper et puis ils ont dû suivre la course. Donc on imagine la fierté de tous ces enfants aujourd'hui, comme tous ceux qui ont suivi Romain Athanasio, qui arrivera ce soir. Alors où sommes-nous là, Edwige? On passe devant le port de pêche, c'est Oui, ça? c'est ça. Du chenal des Sables d'Olonne. Effectivement, Jérémy Bayou n'est pas le seul dans le chenal. Alors, il a profité, Jérémy Bayou, mais on voit, alors bon, là, il resalue bien sûr le public, mais il repart vite aux affaires. Il est rapidement avec ses équipes, finalement. On lâche pas comme ça la barre de son bateau, si facilement. Après 3 mois de course. Jérémy Bayou, donc 13e de cette 9e édition. On n'imagine pas ce qui se passe dans la tête de ces marins qui ont fait le tour du monde. Imaginez-vous, le tour du monde. Et pas en avion, en bateau, seul, sans escale. C'est incroyable. Et alors Edwige, c'est assez drôle, on vient de recevoir un petit mot de Michel Desjoyaux, seul double vainqueur de cette course. Il est partout. Qui était en train justement de calculer le temps effectif de Jérémy, et bien son temps de course effectif, si on prenait en considération qu'il avait pris le départ donc 9 jours après les autres, et bien se retrouverait virtuellement donc bien sûr 7e au classement ce Vendée Globe. Merci Michel pour cette information. Michel. On a un mathématicien dans l'équipe, un certain Michel Desjoyaux. Bien, merci beaucoup Michel Desjoyaux de suivre ce direct avec nous et en plus de nous envoyer des informations. On vous l'a dit, c'est un vrai travail d'équipe ce Vendée Globe. Allez, dans quelques instants, Jérémy Bayou arrivera au ponton, le ponton du Vendée Globe, celui sur lequel vous avez pu, juste avant que le village se referme, venir profiter et découvrir les bateaux du Vendée Globe. Ils sont d'ailleurs amarrés aussi en ce moment et vous pouvez venir aussi sur le ponton parce qu'il est ouvert, quand bien sûr il n'y a pas d'arrivée. Mais le ponton reste ouvert au public. Ça permet aussi de découvrir donc les désormais 13 bateaux, plus ou moins fatigués après ces mois autour du monde. Ça répare et ça repart. Souvenez-vous, c'était l'un des slogans quand Jérémy Bayou était revenu au Sables d'Olonne. Ça répare, ça repart et ça revient. Et ça finit surtout. Et ça, c'est chouette. On ne se lasse pas finalement de ces images. On reste un peu, c'est vrai, bouche bée devant ces images. Allez, on va peut-être rappeler quelques chiffres, Camille. Donc Jérémy Bayou, skipper de Charal, qui a donc bouclé son tour du monde ce samedi
6 février 2021 à 9h15. Je n'ai plus tout à fait toutes les secondes. Jérémy Bayou, donc, qui a franchi la ligne d'arrivée ce matin à 9h15 et 58 minutes. C'était donc il y a un peu plus d'une heure maintenant. Il aura donc bouclé son tour du monde en 89 jours, 18h, 55 minutes et 58 secondes. Et donc, d'après les calculs de notre mathématicien Michel Desjoyaux, il est donc 13e et il aurait pu arriver finalement 7e. C'est bien ça, Camille, hein, si il n'était pas revenu au Sable d'Olonne et reparti 9 jours après le départ officiel. Alors, c'est vrai qu'on s'était dit quand il est reparti, il y avait des super conditions potentiellement en Atlantique Nord. C'était des conditions de record parce que rappelez-vous, Gitana et Soldebo sont partis à peu près dans ces eaux-là pour tenter le record. Par contre, en Atlantique Sud, c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais on se disait que ça aurait pu être un objectif intermédiaire pour Jérémy de tenter de battre en tout cas le record. On va pas parler de record, c'est une course, le Vendée Globe, mais en tout cas d'essayer de faire un beau temps de course, sachant qu'effectivement cette édition est aussi très particulière parce que le temps du précédent vainqueur n'a pas été battu. Encore une fois, ce n'est qu'anecdotique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, quand même, de Vendée Globe en Vendée Globe, on gagne à peu près en moyenne 2 jours sur le parcours. Et là, c'est vrai que cette année, avec tous ces bateaux de nouvelle génération, tous ces followers, on s'attendait à pulvériser totalement ces temps-là. Mais il faut quand même se rappeler que c'est une course qui se fait avec la météo, avec les éléments, et que ce sont eux les juges de paix, et c'est eux qui vont décider de si c'est une course peut-être rapide ou pas. Et il faut dire que la météo a été un peu particulière. En ajoutant à cela peut-être l'effet refroidissant du naufrage de Kevin, qui a fait que peut-être les marins n'ont pas appuyé à fond sur la pédale d'accélérateur. Et oui, Vendée Globe ou pas, n'oublions pas que Dame Nature reste effectivement la dernière à avoir le dernier mot. Elle nous le prouve maintes et maintes fois depuis un an. Et alors Michel Desjoyaux, qu'on aurait pu avoir avec nous pour ses commentaires qui nous envoie des petits mots et qui insiste vraiment sur le fait que c'était très courageux de repartir avec ces 9 jours de retard et que c'est rare de finir un Vendée Globe. Effectivement, le nombre de finishers, il faut savoir que la stat, c'est 50% à peu près. Alors sur cette édition-là, il n'y a pas eu trop d'abandon. C'est tant mieux. Mais Michel, c'est de quoi il parle parce qu'il est un peu fait dans le même moule que Jérémy, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il part, c'est d'abord pour gagner. Donc il doit savoir vraiment ce que son pote Jérémy, parce que ils ont été concurrents longtemps en FIAO, puisque Michel est aussi triple vainqueur de la solitaire. Il sait que ce que Jérémy a pu vivre dans sa tête. Et donc, on va le souligner. Voilà, c'était une belle démonstration, on va dire, d'abnégation de la part de Jérémy Bayou, qui arrive sur le ponton et qu'on va peut-être laisser Bien sûr s'exprimer. On va regarder les images en silence, peut-être. T'as vu ça? Bravo. On est fiers de toi. Très clairement, bravo. On a envie de dire chapeau bas, on a les bonnets, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Chapeau bas. Incroyable. Arrête. Arrête. Et Jérémy Bayou qui va donc répondre aux journalistes. Ça y est, il a mis le premier pied à terre. Salut donc Yves Vinet, le président du département et président de la Seine Vendée Globe. La fameuse bouteille de champagne obligatoire. Merci à tous. Ça valait le coup de se battre pour cette course, vient de dire le président de la Seine Vendée Globe. Effectivement, il ne peut que confirmer, Yves Vinet,
Ça valait le coup. Mais quel courage. Est-ce que les équipes auraient peur de se prendre une douche au champagne? C'est toujours très sympathique. Hein. À 10h30. Il n'y a pas d'heure pour le champagne. Il n'y a pas d'heure pour le champagne. Je leur conseille de fermer les yeux quand même. Ça peut piquer. Je fais évidemment référence au dernier Vendée Live. Hey, la team! Bien sûr, la team, c'est important pour les photos officielles, mais même symboliquement, c'est important qu'il soit derrière Jérémy pour ce moment avec le champagne. Derrière, comme ils l'ont été durant ces 89 jours et bien plus encore. On l'a dit avant des globes, c'est pas seulement la course, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une équipe. Et c'est une équipe solide derrière avec des gens compétents. On ne fait pas grand-chose. Alors voilà, on va rappeler la garde rapprochée autour de Jérémy. C'est Pifou, son directeur technique. C'est évidemment Vincent qui est le directeur général de l'équipe. C'est Ewan Leclèche, votre capitaine. Et c'est aussi Nico Andrieux, ingénieur d'études, Charles Rib, Yann Le Breton, le préparateur, Valentin Le Floch, Christopher Pratt, et puis toutes les équipes aussi administratives et logistiques. C'est une véritable entreprise aujourd'hui, un projet Vendée Globe. Eh oui, pour le bateau aussi. On n'oublie pas ce compagnon de route, ce binôme indissociable. Jérémy Bayou et son IMOCA Charal. Bravo Jérémy Bayou, 13e de cette 9e édition. Et derrière, on entend résonner la chanson « I Will Survive ». Autant dire qu'elle est à propos. Elle est à propos. Et puis un petit clin d'œil aussi à Isa Delaune et à Allier, de la communication de Jérémy Bayou et qui nous ont fait partager aussi ces vidéos, ces informations. Merci les filles. Ah oui, on n'imagine pas, c'est toujours une énorme équipe derrière. Moins importante évidemment selon les teams. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des équipes soudées. Il ne peut pas en être autrement pour soutenir un gars, une femme, part autour du monde. Allez, la photo officielle. Ouais. Jérémy Bayou, 13e donc de cette 9e édition, après 89 jours de course. On aura envie de chanter avec eux, alors on va s'abstenir, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on aurait envie d'être avec eux, de les applaudir. Ça met toujours un peu les poils quand même, non? Ah oui, c'est sûrement les arrivées au ponton, c'est toujours sympa. Quel exploit pour celui qui partait vainqueur, qui est revenu, qui a réparé, qui est reparti. Et qui surtout a fini. Bravo, Jérémy Bayou, bravo à toute l'équipe. Dans quelques instants, il répondra aux journalistes, bien sûr, sur le ponton peut-être, mais aussi et surtout lors de la conférence de presse, une conférence de presse que vous pourrez bien sûr suivre en direct, toujours avec nous. La conférence de presse qui aura donc lieu sur le village du Vendée Globe, au Sable d'Olonne, au même endroit où se déroulaient les Vendée Live,
vous avez été nombreux à suivre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir entendre Jérémy avec la musique? Jérémy qui a commandé une bonne entrecôte saignante avec des frites pour son repas, son premier repas de terrien. La classique, ça marche toujours. Une bonne viande, des frites. Et une petite bière. Ah bah oui, important. Champagne et bière, ça se fait bien à 10h30. Hein. Parce qu'effectivement, rappelons-le, hein, donc les skippers descendent, continuent bien sûr à retrouver leurs familles, leurs équipes. Ils vont ensuite remonter les pontons, répondre aux questions des journalistes. Et donc après avoir ce sas un peu de décompression et surtout de retrouvailles avec la famille et pouvoir donc manger cette fameuse entrecôte frites. Alors ils le disent à chaque fois, hein, l'entrecôte, soit elle finit, enfin les frites en tout cas, soit finissent dans le ventre de leurs enfants, ou en tout cas restent dans l'assiette parce que bien sûr pendant 3 mois, ils ne tournent pas à l'entrecôte et aux frites bien sûr, alors l'estomac est rétréci, donc ils ne peuvent pas finalement avaler cette entrecôte. Mais voilà, en tout cas c'est un moment avec la famille, loin des caméras, loin de la foule. Même si encore une fois la foule évidemment n'est pas présente aujourd'hui. Et après ce temps avec sa famille, eh bien, il montera sur scène pour la conférence de presse. Camille, je crois, on vous retrouvera décidément. Vous êtes partout, Camille. Vous serez à la conférence de presse, Camille. Oui, c'est vrai, je ferai une brève apparition. Avant de laisser la les parole journalistes, aussi. Voilà. C'est quand même fait pour les journalistes. Bien sûr. Bravo, Jérémy Veillou. Il l'a fait. Lui-même, peut-être, s'est dit qu'il ne le ferait pas quand il est revenu au Sable d'Olonne. Mais il l'a fait. 1, il est reparti. Et 2, il a fini. Et en plus, à la 13e place. C'est quand même incroyable. Donc là, souvent, les skippers le disent, hein, ils ne savent plus trop, ils se laissent porter. Allez, on va essayer d'entendre peut-être les mots à la presse. On est un peu loin pour entendre ses propos. Alors voilà, c'est une autre course qui commence pour Jérémy Veillou, comme tous les skippers. La course aux médias. Ceux qui sont arrivés, on en parlait tout à l'heure, hein, vous avez pu peut-être les voir sur les chaînes nationales, les radios, vous avez pu les entendre, les voir. Je pense notamment à Jean Le Cam, qui exceptionnellement a été plus d'1 heure à Télématin. C'est une première. Mais c'est ça aussi, le Vendée Globe. Il y a la course avant la course aux sponsors, la course à la préparation. Il y a la vraie course, celle qui vous fait aller au plus profond de vous-même, à l'image de Jérémy Veillou, qui s'est découvert aussi, lui. Et puis, il y a la course après aux médias. Eh bien, écoutez, c'est donc sur ces images que nous allons vous quitter un court instant, bien sûr. Hein. On revient, en tout cas Camille revient, bien sûr, pour la conférence de presse. Ce fut un plaisir, bien sûr, de vivre cette arrivée avec vous en direct. Merci d'avoir été aussi nombreux en ce samedi 6 février. On le rappelle, hein, Jérémy Veillou a donc bouclé son tour du monde ce samedi 6 février 2021 en franchissant la ligne à 9h15 après 89 jours de course. Bravo, Jérémy Veillou. Bravo pour ce courage, cette ténacité. Et donc, on le retrouve dans quelques instants, d'ici 1 heure, un petit peu moins d'1 heure, pour la conférence de presse
Donc là, on entendra bien toutes les questions et surtout les réponses de Jérémy Bayou. Merci à tous. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, ce soir pour l'arrivée de Romain Attanasio. On ne se quitte plus, décidément, en ce samedi 6 février, du petit déjeuner à l'apéro.